j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan slash... Non, je sais pas pourquoi j'ai essayé de daber, en plus c'est pas comme ça qu'on dab. Bon, ouais, on s'en fout. Le bilan slash haul du mois d'avril 2026. Et ouais, je vous propose qu'on y aille sans plus tarder, déjà parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, hein, comme d'habitude. Et petit disclaimer, j'ai mon téléphone juste là pour le regarder, parce qu'en fait, je vous explique, là, je tourne cette vidéo avant que mon papa arrive chez moi pour passer le week-end avec moi. Et donc, je me suis organisée, je me suis levée plus tôt pour tourner la vidéo et tout. Mon père, il me dit toujours: «Oui, j'arrive genre, vers, 11h30 midi», et en fait, il est toujours là à 10h30 parce que parce qu'il se lève hyper tôt alors que moi pas du tout. Enfin, on n'est pas sur le même planning, tu vu? On n'est pas sur la même temporalité. Je soupçonne même un décalage horaire, en fait, entre chez lui et chez moi, alors que c'est à 1 heure de route. Et du coup, je suis sûre à 99 que malgré message, non, c'est bon. Et du coup, je suis sûre à genre 99 que malgré mon organisation, il va débarquer alors que je suis au milieu de mon tournage. Donc bref, voilà, je surveille s'il m'envoie un petit message en mode: «Je suis partie!» ou bon bref. On s'en fout, on y va. On va commencer comme d'habitude par les petites catégories. Et la première, c'est les livres que j'ai lus ce mois-ci, mais dont je vous avais déjà parlé les mois précédents, ou enfin bref, des livres, je sais plus, on y va? Le premier livre que je voulais vous montrer, c'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le constater, à ce petit fantôme beaucoup trop cute qui est mon marque-page actuel. Disclaimer, ce marque-page beaucoup trop mignon que je vais vous montrer un peu plus précisément, mais sans perdre ma page, donc ça nécessite un peu de réflexion. Genre, faudrait que je tienne... Oula, pas abîmer le livre. Voilà, le petit marque-page, il est comme ça. Et du coup, quand tu le fais dépasser du livre, bah il y a le petit fantôme qui dépasse. Je trouve ça beaucoup trop chou. Preuve à l'appui, je suis fan. Et du coup, ce marque-page vient comme 99% de mes marque-pages. Non, j'exagère. J'en ai beaucoup aussi de chez Hélène Illustration. On va dire 60% de mes marque-pages maintenant viennent de la boutique de mon amie Soraya qui s'appelle Magic Thing Shades. Je vous mettrai dans la barre de description le lien vers sa boutique parce qu'elle fait des trucs absolument incres. Mais bon, bref, c'est pas la question. Juste comme vous pouvez le constater, il me reste vraiment pas grand chose à lire. Je pense que j'ai 80 pages pour finir le roman. Et ça s'appelle How... l'accent, Marie, l'accent. How to Catch a Magical Light. Je sais pas d'où il venait cet accent, d'Allemagne peut-être, mais pas d'Angleterre ou des États-Unis en tout cas. Après, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est un livre allemand en plus à la base, donc peut-être que inconsciemment. Bon, bref. En tout cas, ça s'appelle How to Catch a Magical Light de Lily S. Morgan et c'est sorti en français aux éditions Harvis. Et le fun fact, c'est que. Bah alors, le problème, c'est que comme j'ai mon téléphone ici, je vois 50 000 messages qui s'affichent, ça va me déconcentrer. Concentre-toi, Marie, on a dit. Je disais, les éditions Harvis, c'est une nouvelle collection qui fait de la romance et de la romantaisie. Et pour l'instant, si je ne crois pas me tromper en disant que pour l'instant, ils n'ont fait que des traductions, et en particulier des traductions allemandes. Donc là, effectivement, c'est un livre traduit de l'allemand. Et c'est le volume 1 sur 2. J'adore la couve, j'adore le jaspage, et honnêtement, la vibe, elle est incre. Genre, c'est un livre que j'ai pu récupérer en service de presse au travail, donc il va falloir que je le rende, et ça me rend un peu triste. Et surtout, je pense que je vais me l'acheter, parce que je suis vraiment à fond. En gros, on est à New York, à notre époque, mais il y a de la magie. Et du coup, il y a des créatures surnaturelles, genre des dragons, des vampires, des loups-garous, des démons, etc., etc. Et plein d'autres créatures. Et là, en fait, on suit Arline, ouais, Arline, elle s'appelle, qui, elle, est une éclipseuse, c'est-à-dire qu'elle peut se rendre invisible, et du coup, elle utilise son pouvoir pour faire des cambriolages. Mais des cambriolages, des trucs de malade, t'as vu, elle a une petite réputation dans la ville, tout le monde l'appelle le fantôme sans savoir que c'est elle, bien évidemment. Et du coup, le MBA, qui est pas le FBI, mais du coup, alors c'est pas le Federal Bureau of Investigation, c'est Magical Bureau of Investigation, bref. Et bah du coup, ils enquêtent sur elle et elle est un peu dans la merde. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'un jour, elle cambriole du coup une banque, et il y a un dragon qui perd le contrôle au milieu de la banque, et ça va en fait complètement perturber toute la vie d'Arline, parce que elle va se retrouver en possession d'un objet qu'elle ne peut pas exploiter, sauf que quelqu'un l'a fait chanter en... je l'explique tellement mal, je suis désolée. Quelqu'un l'a fait chanter en disant: je sais qui tu es et je sais qui sont tes amis et tes complices. Si tu ne m'apportes pas en fait l'objet que je veux, et qui est donc celui qu'elle a volé, eh bien je révèle à tout le monde qui tu es et tu finiras en prison. Donc elle se dit: il faut absolument que j'arrive à exploiter l'objet que j'ai volé, auquel elle n'a pas accès parce que c'est dans un coffre-fort fermé, etc. Et pour ça, elle a besoin de la magie de Marlon Eaton, qui est justement un détective du MBA, qui est son ennemi juré, parce que bien sûr c'est lui qui cherche le fantôme. C'est pour ça que j'ai mis le petit fantôme, t'as vu. Et pour ça, du coup, elle a besoin de se rapprocher de lui. Donc en fait, elle va entrer au MBA sous couverture, genre elle va s'infiltrer là-bas pour passer du temps avec le fameux Eaton, et essayer d'obtenir son pouvoir pour
exaucer le souhait du maître chanteur. Pire résumé ever, mais vous savez quoi, c'est pas grave, vous irez lire les informations sur ce livre, mais surtout, croyez-moi, c'est incroyable. Genre, je vous jure, c'est vraiment trop trop cool. En ce moment, je suis en train de re-regarder la série Bones, et c'est vraiment cette ambiance dans le côté enquête, en fait, qui mène, parce que bon, il y a une histoire avec le dragon qui a perdu contrôle, enfin, vraiment, il y a plein d'intrigues qui se lient, et c'est extrêmement bien construit, c'est extrêmement bien écrit, j'adore le style d'écriture, j'adore les personnages, j'adore la vibe, genre, c'est vraiment une série policière, mais avec un twist fantastique qui rend pas la chose plus cliché ou plus gnangnan, mais juste beaucoup plus profonde et beaucoup plus originale, et franchement, je surkiffe, je surkiffe. La romance, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant pour l'instant, c'est un slow burn très slow, et c'est un peu cliché, c'est un peu prévisible sur ce point-là, mais franchement, je m'en fous parce que je mange vraiment très très bien avec ce roman. Donc comme je vous disais, c'est un premier tome, et j'adore, j'adore, j'adore. Je peux que vous le conseiller, c'est pas une maison d'édition qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux, parce que je pense qu'ils débutent, enfin en tout cas moi je les vois pas trop passer, mais ça vaut le coup de se pencher dessus parce que j'ai lu 2 romans d'eux jusqu'à présent, et j'ai vraiment bien kiffé. Le premier c'était une romance un peu cliché, un peu bateau, mais très mignonne, et celui-ci vraiment, j'adore, j'adore. Ensuite, le mois dernier, j'avais reçu Warrior Princess Assassin de Brigitte Kemmerer, qui m'a été envoyé par les éditions New Adult de chez Rajo. Et bah, je l'ai lu, je l'ai adoré, mais je vous en parle pas plus en détail parce que j'ai fait une vidéo dessus où je vous partage du coup mes coups de cœur, etc., etc. Donc je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description. En gros, imaginez bah forcément un guerrier, un roi guerrier même, une princesse et un assassin qui sont censés du coup s'entretuer, grosso modo, mais qui vont faire alliance, et ça va tout bouleverser pour eux, pour leur monde. C'est vraiment trop trop bien écrit, j'ai kiffé. Les éditions Comet m'avaient envoyé Naufrageuse de Maïwenn Alix, qui est un gros beau gros bébé. J'ai pas dit les mots dans le bon sens, mais vous avez compris. Je l'ai lu du coup et j'ai surkiffé, donc je l'ai lu pour une collaboration rémunérée avec les éditions Comet, qui m'ont demandé un petit reel sur Instagram. Donc encore une fois, aucune obligation de vous en parler ici, mais je le fais toujours, donc je le fais. C'est incroyable, genre vraiment très très original, hyper bien construit, et ça se sent que l'autrice, j'ai pu échanger avec elle justement dans le cadre de la collaboration, et hyper intéressante, vraiment adorable. Ça se sent qu'elle a fait des recherches de malade, puisqu'en fait on est en 1800, je sais plus combien, 1900, non 1000, attends, Asie, y a pas la date, je me souviens plus, mais en gros on est dans un passé français historique où la France est en guerre contre l'Angleterre, et notre héroïne, elle habite en Bretagne, et en fait avec les femmes de son village, elles font partie de ces naufrageuses, ces femmes qui en fait attiraient les bateaux sur les côtes pour les faire échouer et pour les piller, pour survivre après. Et là, ce soir-là, alors elle a une vie de merde, hein, Jeanne, l'héroïne, elle a une vie de merde, mais un soir, elle va faire un naufrage, et du coup, elle va se trouver face à un officier anglais. Elle va paniquer, elle va le tuer, et c'est comme ça qu'elle va révéler ses pouvoirs, puisqu'en fait, c'est une absorbeuse qui absorbe les pouvoirs des gens, et en fait, elle va absorber du coup le spectre de James, donc elle va être obligée de cohabiter dans sa tête avec bah, l'officier allemand qu'elle a tué, et à partir de là, du coup, toute sa vie est bouleversée parce qu'elle va devoir aller apprendre à maîtriser ses pouvoirs, c'est un don assez rare que tout le monde veut exploiter, enfin bref. Bichette, ça va révéler plein de choses. Elle est pas sortie de ses peines, c'est pas ça l'expression. Elle est pas sortie de l'auberge, elle est pas au bout de ses peines, mais le livre est trop bien construit. C'est un peu lent parce que le système de magie est hyper original, et l'autrice prend vraiment le temps de le développer, de le mettre en place. Donc vraiment un banger par une autrice française. Que demander de plus en fait? Il y a quelque temps, j'avais reçu aussi Marisol Circus de L4, qui m'avait été envoyé par les éditions Nox. Théma, comme il est beau. Je me souviens que je vous l'avais déjà montré celui-ci. Ouais, bah vas-y, mais tords-toi le bras en plus, Marie. Bref, le livre est incroyable, et on est à 1967. Wouhou! On est à Carson City en 1967, et c'est l'histoire de Debbie qui a une vie, mais genre hyper banale. Et là, il y a un cirque qui arrive dans sa ville, et tout part en couille. Vraiment, tout part en couille, parce qu'en plus, elle est très attirée par César, qui est un des membres du groupe, et enfin de la troupe. Et très vite, elle se rend compte qu'ils ont peut-être des choses à cacher. Et il y a une pointe fantastique, enfin surnaturelle, qui est extrêmement bien mêlée au récit, qui ajoute un vrai plus. Et puis, elle a toute cette ambiance de cirque, de romance naissante, de questionnement sur qui suis-je, que fais-je, où vais-je, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. Incroyable. Je pensais pas que les années 1967, du coup, ce serait mon kiff, mais en vrai, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé la romance, j'ai kiffé le roman. C'est un one-shot, il est beau, il est bien, je recommande. Le mois dernier, je m'étais acheté Mirabilis de Tim Lore, qui est sorti aux éditions Conséquences. Et du coup, je l'ai lu ce mois-ci. C'est l'histoire d'un royaume où, en fait, la... ouais, mes résumés vont être compliqués aujourd'hui, je le sens. La reine, on découvre qu'elle a fait... Enfin, en fait, qu'elle a
un peu ensorceler le roi, enfin carrément même ensorceler le roi pour qu'il tombe amoureux d'elle et donc pour l'épouser. Et quand c'est découvert, vu que la magie est proscrite et que bah, ils aiment pas trop se faire manipuler, tu vois, les hommes, enfin personne n'aime ça, mais les hommes et les rois en particulier, ils le prennent très très mal pour leur petit ego. Et du coup, bah, il exécute la reine qui, juste avant de mourir, lance une malédiction sur le royaume, enfin sur le royaume, sur le monde entier même, et dit que du coup le soleil ne se lèvera plus tant que la malédiction ne sera pas brisée. Et pour que la malédiction soit brisée, il faut que sa fille, donc la princesse héritière, trouve l'amour, grosso modo. Et là, on est quelques années après, bien évidemment, à cause de cette nuit perpétuelle, enfin quasiment perpétuelle, il y a plein de problèmes socio-économiques, tout en fait, il y a des problèmes de tous les côtés, notamment une guerre entre deux royaumes. Et la princesse, du coup, qui est sous le coup de la malédiction, qui s'appelle Mirabilis, et le prince héritier du royaume d'en face vont, bah, bon gré mal gré, s'allier et essayer de comprendre tout ce qui se passe. C'était hyper original, c'était très bien construit, c'était très bien écrit. J'ai trouvé ça un peu lent à certains moments, mais c'est sans doute parce que je suis un peu à 1000 à l'heure en ce moment, enfin tout le temps d'ailleurs, et du coup j'ai envie que ça aille vite, tu vois. Mais c'était hyper bien écrit et surtout c'était très original et j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman. Il y a fort longtemps, je me souviens plus quand, les éditions Solaire m'avaient envoyé Minuit au bal des victimes de Charlotte Stéphane Boessé, qui est un livre vraiment très très beau, genre waouh. Et là c'est trop le pitch qui m'avait séduit. En gros c'est l'histoire de Daphné qui fait des études à l'école du Louvre, donc elle est passionnée de peinture, etc. En particulier, en fait, elle est passionnée par un peintre qui s'appelle Valentin de Blois. Et un soir, alors qu'elle étudie le tableau, il y a une petite lueur, et en fait, elle est aspirée dans le tableau, et elle se retrouve du coup en 1796 à Paris. Donc Bichette, heureusement qu'elle a des connaissances historiques et artistiques, parce que sinon elle serait perdue. Mais là, elle est quand même un peu déstabilisée, on va pas se le cacher. Et surtout, en fait, elle va rencontrer Valentine, et elle découvre que Valentin de Blois, en fait, c'est Valentine qui, du coup, pour vivre de sa passion de la peinture, alors qu'à une époque où les femmes n'étaient pas du tout acceptées dans les milieux artistiques, les femmes n'étaient pas du tout acceptées du tout d'ailleurs, eh bien se fait passer pour un homme pour avoir des commandes, etc. Et en fait, elle essaye de comprendre comment rentrer chez elle, et en même temps, elle va se retrouver un peu attirée par Valentine, ce qui va bien évidemment tout compliquer. C'était incroyable, les gars, je vous jure, c'était incroyable, trop bien écrit, vraiment original, et surtout, en fait, si vous aimez pas trop les trucs historiques, je sais pas si ça va vraiment vous plaire parce qu'on est très dans cette ambiance. On a beaucoup d'explications sur ce qui se passe en France à cette époque, période extrêmement troublée comme à peu près toutes les périodes en France, mais alors celle-ci, c'est le pompon de la pomponnette puisque on est entre la Révolution, toutes les révoltes qui ont lieu après, et Napoléon, et alors après la Commune, les machins, enfin bref, voilà, je vous passe un peu le détail de tout ça, mais c'est la merde. Et du coup, l'autrice, ça se sent qu'elle connaît vraiment bien cette période, elle s'est beaucoup appuyée là-dessus pour créer son ambiance, et c'est hyper bien fait. L'histoire d'amour, elle est magnifique, les personnages sont hyper intéressants, on voit vraiment leur révolution, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'est un roman dont on parle pas forcément, enfin, en tout cas, encore une fois, que j'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, alors qu'il mériterait tellement plus de hype, d'autant plus qu'encore une fois, autrice française, let's go. Oui, moi maintenant c'est un argument en soi. Autrice française, let's go. Il faut soutenir, ok? Il faut soutenir les copines autrices, s'il vous plaît. Au travail, j'ai pu aussi avoir un service de presse de Haven Bay Chasing Butterfly de Alfreda Unwin qui est sorti aux éditions BMR. Et j'avais envie de le tester parce que déjà la couve m'envoyait des bonnes vibes, un peu estivales, enfin carrément estivales même. Et surtout c'est un brother best friend et vous savez que j'adore ça. On est sur une île des Bermudes, donc je vous disais 100% summer vibe. Et c'est l'histoire de Mia qui revient s'installer du coup dans sa ville natale après avoir fait des études. Et là du coup elle va retomber sur Soren qui est le meilleur ami de son frère, qui lui est un nageur de compétition. Il y a toujours une petite tension entre eux et bon, voilà. En soi, c'est hyper cliché dans le sens où je vous ai dit l'intrigue, tu vois, il n'y a pas non plus d'autres enjeux qui viennent se rajouter à tout ça. Enfin, bien évidemment, il y a une construction autour des personnages, de leur histoire, de leur relation, blablabla. Mais c'est surtout en fait un jeu de chat et la souris parce que ils veulent pas craquer, enfin surtout lui. Mais au final, nanana et tout. Donc c'est bien cliché, mais écoutez, ça fait le taf. C'est pas non plus transcendant, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le taf encore une fois. Et j'ai passé un bon moment de lecture, donc allez, je pense que c'est un premier tome parce que je vois que c'est marqué Welcome to Haven Bay 1. Et sachant que du coup, le frère de Mia a. Enfin, en fait, ils sont trois garçons, quoi. Le frère de Mia, son meilleur ami et son autre meilleur ami. Je me dis qu'à tout moment, il y a les trois romances. Allons-y. Toujours au travail, j'ai eu un service de presse de Sorcery and Small Magic de Maïga Doucy qui est sorti aux éditions Flammarion. Le livre est vraiment beau aussi et j'ai kiffé, c'était hyper original. En gros, c'est l'histoire de Léo et Sébastien qui sont un peu, enfin clairement rivaux, enfin pas vraiment rivaux, c'est juste qu'ils se détestent parce qu'il y en a un qui est hyper fort, bien carré, bien sombre et tout, et l'autre c'est l'esprit libre qui est un peu nul, qui fait toujours des conneries et qui arrête pas de provoquer l'autre, et du coup ils peuvent pas se supporter. Sauf que petit sortilège qui va mal tourner dans leurs études à l'académie, et du coup ils sont liés l'un à l'autre, et pour briser la malédiction, bah, ils vont devoir partir dans un petit périple et passer beaucoup trop de temps ensemble, ce qui va révéler des choses assez intéressantes, vous vous en doutez.
Donc petite romance MM qui, dans ce tome-là, est hyper slow burn, genre il se passe quasiment rien. On les voit hein, se tourner autour, on comprend parce que nous on est un petit peu plus perspicace qu'eux, mais il se passe rien dans ce tome-là. C'est marqué nulle part que c'est un tome 1, mais moi il me semble avoir vu sur internet justement que c'était un premier tome dans la saga. En soi tu peux très bien t'arrêter ici, c'est juste que bah du coup il conclut pas quoi, donc c'est un peu frustrant. Mais en soi t'as les réponses à tes questions et t'as une fin d'intrigue, on va dire. Simplement, je pense que l'univers est tellement riche, les personnages tellement intéressants et on fait vraiment qu'effleurer la surface dans le premier tome. J'ai vraiment kiffé. C'est drôle, c'est bien construit, c'est original aussi, très original dans le système de magie. Donc franchement, j'ai kiffé et j'aurais hâte, je serais curieuse d'avoir la suite. Ok, on passe maintenant au service de presse que j'ai reçu ce mois-ci et que j'ai lu dans la foulée. Le premier, c'était bien évidemment le tant attendu Campus Agency, le tome 3 de Lily Bay, qui est incroyable. Genre, mon préféré reste le premier, mais celui-ci, du coup, est numéro 2. C'est le numéro 3, mais moi, il est numéro 2 dans mon cœur, donc ça fait mon classement que personne n'a demandé. Ça fait 1, 3, 2, parce que toute la saga est incre, mais alors celui-ci, je l'ai trouvé vraiment trop kiki. On est bien évidemment sur l'histoire de Romy et de Cruz, qui sont introduites dès le premier tome, donc on les voit venir, qui vont contracter un mariage de convenance, enfin un faux mariage, parce que ça les arrange tous les deux pour leur plan. Il y a beaucoup de profondeur dans ce récit, enfin dans les autres aussi, il y avait des sujets assez sérieux, mais là j'ai trouvé que c'était, je sais pas, ça passait un nouveau stade, tu vois. Autant le deuxième, j'avais trouvé que ça faisait un peu trop drama à l'américaine, autant là, il y a des trucs aussi what the fuck et aussi improbables, mais c'est beaucoup mieux passé, genre je sais pas pourquoi, j'ai plus accroché aux personnages, aux enjeux, à l'intrigue, enfin bref, vraiment, j'ai surkiffé. Et cette saga, je ne peux que vous la recommander, elle est incroyable. Pour info, il n'y a pas tant de smut que ça, il y a quelques scènes, je vais pas vous le cacher. C'est pas extrêmement explicite, mais c'est quand même un peu détaillé. Mais c'est juste que c'est assez green flag, et surtout, bah, c'est vraiment pas ce qui est le plus mis en avant, genre, ils sautent pas dessus rapidement, et il y a beaucoup plus de tension et de construction des personnages et de la relation que de smut. Donc vraiment, j'adore. Celui-ci aussi, je l'ai adoré. Les éditions PKJ m'ont envoyé I Hope This Doesn't Find You d'Anne Liang, qui est un petit bonbon, une pépite. Si vous êtes fan de À tous les garçons que j'ai aimés, vous allez kiffer ce livre, puisqu'en fait, c'est l'histoire de Sadie qui s'efforce d'être parfaite, et quand elle est trop frustrée et qu'il y a quelqu'un qui l'énerve, elle lui écrit en fait un mail qu'elle met dans ses brouillons et qu'elle n'envoie pas. Sauf qu'un jour, tous ses brouillons s'envoient, donc Bichette, elle se retrouve bien dans la merde. Et par un concours de circonstances, elle va devoir passer du temps avec Julius, qui est son rival à l'école, et bah là aussi, ça va révéler plein de choses. En fait, c'est une rom-com typique de ce que tu peux voir dans une comédie romantique à la télé, bah, typiquement Tous les garçons que j'ai aimés, mais dans l'inverse, tu vois, c'est pas elle envoie un message à ceux qu'elle aime, elle envoie un message à ceux qu'elle aime pas. Vous vous doutez que quand les messages partent, c'est tout aussi embêtant. Et c'est drôle, c'est touchant, c'est vraiment, j'ai adoré, c'est trop bien écrit. Il y a une petite pointe d'émotion, il y a beaucoup de beaux messages. Enfin, non, mais c'est validé, j'adore. Lisez-le, franchement, lisez-le. J'avais lu les deux autres qui ont été traduits de cette autrice qui s'appelait This Time It's Real et If You Could See the Sun, et j'avais beaucoup aimé les deux, mais alors celui-ci pour moi il est encore mieux. De la part des éditions Ladou, j'ai reçu le roman qui s'appelle Quitte-moi si tu m'aimes de G.F. Miller, qui est un petit roman genre un peu format poche, mais en hardback. Alors je vais pas le décrocher parce que d'une main je vais pas y arriver, mais le petit cœur que vous avez là en fait c'est un petit cœur qu'on peut mettre en marque-page, je trouve ça trop cool comme idée. Et c'est une romance, enfin, en fait c'est vraiment marqué, c'est leur collection Gloss, c'est une nouvelle collection qu'ils lancent, et c'est les romances des années collège, parce que bah, les protagonistes ont 14 ans je crois, et ça se sent. Et c'est pas plus mal parce que du coup ils ont des problématiques d'adolescents, ils raisonnent comme des adolescents, alors ça les rend très agaçants, mais en même temps c'est important de montrer que bah voilà, c'est comme ça à cet âge-là, et ce que tu penses qui peut être la fin du monde ne l'est pas réellement. Et en gros là c'est l'histoire de Eve et Andrew qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Sauf que là, bah, passage de l'adolescence, tu connais. Quand ils se retrouvent à la rentrée, ils ont un peu changé. Et du coup, il y a un petit truc entre eux, tu vois. Donc tout le monde leur dit ah mais vous devriez trop sortir ensemble. Et du coup, eux ils se disent bah c'est quoi, let's go. Hein. Sauf qu'en fait, ils se rendent très vite compte que ça pourrait complètement gâcher leur amitié. Sauf que aucun des deux ne veut rompre avec l'autre par peur de perdre l'amitié de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils se lancent dans un jeu de qui fera craquer l'autre en premier, qui va faire en sorte que l'autre le quitte en premier. C'est des situations loufoques. C'est assez drôle, c'est assez touchant. C'est une romance adolescente, du coup, garantie sans spot, bien évidemment, je vous le rappelle, ils ont 14 ans. Et c'est vraiment la DA en fait de cette maison d'édition. Je trouve ça très cool. C'est pas le roman que je vais garder en tête toute ma vie, mais c'est plein de beaux messages. Et pour ceux qui cherchent du coup des romances pour des ados, franchement, ça passe crème. À l'inverse, celui-ci, ça ne passe pas du tout crème si vous ne voulez pas de smut. Les éditions Hugo m'ont envoyé Nine Months Contract de Amy Dawes. C'est le premier tome dans la saga Mountain Man Matchmaker, et j'aime trop la couve, j'aime trop le jaspage et tout, mais surtout c'était hilarant, c'était un peu what the fuck, c'était carrément what the fuck, c'était beaucoup trop smutty, c'était beaucoup trop centré sur dès qu'il la voit il a envie de la ken, et elle dès qu'elle le voit elle se dit ouh loulou loulou, mais malgré ça green flag à gogo,
beaucoup de beaux messages, un fin de family au petit noignon, enfin pas que fin de famille d'ailleurs, un family au petit noignon. J'ai vraiment tout kiffé dans ce roman, je vous jure. Je l'ai dévoré, c'était à la fois drôle et léger et en même temps touchant, enfin vraiment un coup de cœur. En gros, c'est l'histoire de Wyatt qui vit dans la montagne avec ses frères, c'est genre un peu l'archétype du bûcheron, tu vois, et il vit sa vie, il est très heureux, sauf qu'en fait, il veut un enfant, mais il veut pas s'embarrasser de rencontrer quelqu'un et de risquer de perdre cette personne, et voilà, il veut un enfant. Donc du coup, il fait appel à des mères porteuses, et bon, ça se passe pas hyper bien, jusqu'à ce que débarque, et j'ai oublié son prénom, Trista, qui, elle, a besoin d'argent, en fait, parce qu'elle veut ouvrir un refuge pour les animaux, et du coup, bah, il lui dit, bah écoute, je te paye, tu portes mon gosse, tu me fais un gosse, et après, tu te barres. Et elle dit, let's go. Donc, oui, je vous le dis tout de suite, il y a des moments très gênants, notamment quand ils. Parce qu'ils veulent pas. C'est trop. C'est horrible, c'est horrible. Ils veulent pas passer par le côté médical. Enfin, comment dire. Ils vont pas coucher ensemble pour avoir cet enfant, mais ils ont recours à une technique qui ne me paraît scientifiquement pas très hygiénique et très étrange et qui m'a un peu dégoûtée. Je vous le cache pas, genre petit frisson de dégoût. Mais une fois que t'as passé cette scène, c'est très mignon, je vous promets. Et bref, du coup, bah, comme il veut la soutenir pendant les 9 mois de la grossesse, ils vont passer plus de temps ensemble que ce qui était prévu. Et bien évidemment, petite tension entre eux. Voilà, il faut passer outre le fait que le postulat de base est juste what the fuck, et surtout que bah il y a cette scène, comme je vous disais, qui est un peu cringe, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, enfin j'ai adoré. Et du coup, c'est le premier tome. Le deuxième annonce du lourd aussi, parce qu'en fait, donc l'histoire, c'est que Wyatt, il a trois frères, dont un qui est déjà maqué, et deux autres qui, bien évidemment, auront leur petit tome sur eux aussi. Et j'ai trop hâte de découvrir ça, parce que ce qu'on nous annonce du tome 2 promet du lourd. Oui. Autre romance reçue ce mois-ci, les éditions Lemon m'ont envoyé Nos cœurs voisins d'Alix Park et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que c'était pareil, c'était hyper drôle et en même temps assez touchant. En gros, c'est l'histoire de Victoire qui a un mec qui est juste un gros nul. Du coup, elle déménage. Je vous passe les détails de pourquoi, comment, etc. Mais elle déménage et elle est hyper artistique, hyper bohème. Elle tire les cartes, elle croit en la lithothérapie, etc. Donc c'est un esprit libre et en fait elle emménage juste en face de Alex qui lui au contraire est genre le businessman hyper grumpy, il supporte pas toutes ces histoires, voilà. Et du coup c'est un peu le choc des cultures entre les deux, sauf que bien évidemment au-delà du choc il y a aussi beaucoup de tension et d'affection et un peu de proximité forcée aussi par un concours de circonstances, voilà il va se passer plein de choses, j'ai adoré, c'était trop beau et en même temps c'était hyper green flag aussi. Malgré du coup bah, les réticences qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre, il y avait plein de moments hyper émouvants et hyper beaux. Je sais pas quoi vous dire, c'est une romance, donc c'est pas, voilà, tu vas pas garder ça en tête pendant 20 ans, mais j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, et du coup, les éditions Lemon, pareil, j'ai pas lu beaucoup de leurs livres, mais tous ceux que j'ai lus, j'ai vraiment kiffé, donc une maison d'édition à suivre aussi. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposent par la suite. Il y a du smut, c'est assez explicite. Je vois que ouais, il y a 2 piments sur 4, donc je sais pas ce que c'est les 4, mais 2 c'est déjà pas mal, je vous préviens. Mon petit bébé, mon chou à la crème, je l'ai trop kiffé celui-ci. Les éditions La Martinière Fiction. En fait, j'avais lu un service de presse que j'avais eu au travail. Et après, au Festival du Livre de Paris, il y avait l'autrice. Et du coup, je suis passée devant en mode grosse fangirl. Et trop gentiment, l'équipe de la maison d'édition, donc La Martinière Fiction, m'ont offert le livre. Et j'étais trop contente parce que il est dédicacé du coup. Et qu'en plus, je l'ai surkiffé. Genre vraiment. En gros, c'est dans la lignée de tous les romans que j'ai trop aimés, vous savez. Ah bah non, vous savez sans doute pas parce que moi j'ai oublié les titres aussi. Si, bah je vous avais fait une vidéo d'ailleurs spécialement là-dessus, non, je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description. Il y avait A Not So Innocent Deal, il y avait... j'ai oublié. Ah, j'ai oublié, mais ça va m'énerver, il y en a que j'ai surkiffé. Bon, bref, en tout cas, c'est des livres sur la période Régence, à la vibe Bridgerton / Jane Austen, et c'est trop bien fait. Et là, en fait, c'est l'histoire de Essie, qui est promise à un homme depuis qu'elle est assez jeune, et en fait, là, c'est l'heure de, de se marier. Donc c'est la dernière saison qu'elle va faire avant de se marier et elle veut absolument pas se marier. Elle est indépendante et surtout elle déteste son fiancé, donc elle va tout faire pour le faire changer d'avis, sauf que voilà. Voilà. J'ai vraiment trop kiffé, c'était incre. Vraiment la vibe, bah tu sais, oulala, j'ai vu sa cheville et oulala, c'est pas convenable et en même temps, pou. J'ai pas d'argument. Ok, vous l'avez compris, j'ai pas d'argument. C'est juste cette ambiance et l'esprit, l'humour entre les personnages, j'adore. Donc vraiment, pareil, si vous aimez Bridgerton, franchement, foncez, parce qu'on retrouve tous les éléments qui fonctionnent dans Bridgerton là-dedans. À savoir d'ailleurs qu'il y a une petite scène assez, enfin pas explicite de ouf, mais il y a une petite scène un peu décrite à la fin, mais ça reste très léger, et du coup, c'est pour ça que je me permets de le recommander en romance sans smut, parce que vraiment, c'est plus en mode... Enfin, c'est horrible de le dire, mais il tâtonne, tu vois, elle sait pas du tout ce qu'elle fait, donc c'est assez drôle, c'est assez léger, ça dédramatise le truc, et je trouve que c'est plutôt un beau message, plutôt que de partir sur des pratiques un petit peu what the fuck, et toujours plus. Donc vraiment,
un banger, je l'ai adoré, coup de cœur. Autre roman, ce Sens Mode que m'ont envoyé les éditions Nathan, ça s'appelle Love Coach de Gwendoline Vervel et c'est un Friends to Lover. Alors celui-là, il m'a fait passer par toutes les émotions, c'était un peu agaçant et en même temps c'était très mignon. En gros, c'est l'histoire de Tom qui est hyper timide et de Joya qui est sa meilleure amie et qui, elle, à l'inverse, est hyper extravertie, elle est trop à l'aise, etc., etc. Et en fait, Tom a un crush sur une meuf et du coup, Joya dit, bah, tu sais quoi, je vais t'aider à la séduire. Sauf qu'en fait, à force de lui donner des leçons pour la séduire, elle se rend compte qu'elle est un peu jalouse et surtout que bah, du coup, Tom passe de moins en moins de temps avec elle et de plus en plus avec sa meuf. Et ça perturbe leur amitié, mais du coup, ça révèle aussi plein de choses sur eux, sur leur relation. C'était, voilà, comme je disais, ça tape un peu sur le système parce que du coup, au bout d'un moment, t'as envie de leur dire non mais toi tu fais n'importe quoi, ok bah maintenant c'est toi qui fais n'importe quoi, super. Et en même temps, encore une fois, ils ont 17 ans, c'est normal, ils ont pas la maturité, ils ont pas le recul, enfin je trouve que c'est hyper positif d'avoir ce genre de roman aussi qui montre que bah, t'es pas toujours badass, et oui tu fais des erreurs, et c'est pas pour ça du coup que tu peux pas être déjà l'héroïne ou le héros d'un livre, et surtout que ça peut pas bien se finir, enfin vous voyez ce que je veux dire. Oui tu auras ton happy end même si tu merdes parce que t'as 17 ans en fait. Et je me souviendrai toute ma vie, elle m'a vraiment marqué cette phrase, un roman de Rainbow Rowell, bah, c'est Eleanor and Park, où à la fin elle dit oui bah ils ont pas de happy end parce qu'en fait t'as pas de happy end à 17 ans, t'as juste des débuts, t'as des, enfin je veux dire c'est le début de ton histoire, tu vois, c'est pas une fin heureuse. T'as 17 ans, t'as 18 ans, t'as 20 ans, c'est juste le début en fait. Donc je trouve ça trop beau et je l'avais vraiment en tête en lisant ce livre, et je trouve ça très mignon et important d'avoir ce genre de roman. Voilà, voilà. On continue ce mois-ci, les éditions Brajlon m'ont envoyé Arcana Academy d'Elise Kova, qui est absolument sublime, mais dont je ne vais pas trop vous parler puisque j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Le lien est par là-haut et dans la barre de description. Juste système de magie basé sur les cartes de tarot, absolument incroyable, une héroïne bien badass, une alliance contre nature et totalement improbable qui va bien vite dégénérer. J'ai kiffé, c'est un premier tome, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Et Paps, si tu regardes cette vidéo, sache que dès que t'as fini A Dance of Lies, c'est lui que tu prends. Je te le dis comme ça. Paps, c'est ma meilleure amie et c'est ma meilleure cliente. Genre, elle lit toutes mes recommandations, enfin quasiment toutes mes recommandations. Et j'aime trop, après on fait nos petits, tu vois, nos petits bilans et tout. Bref. Donc je te l'amène la prochaine fois, Paps. Maintenant que j'ai tourné ma vidéo, tu peux le prendre. Autre coup de cœur, et celui-ci je vais vous en parler mais très rapidement parce qu'en fait, si mon calcul est bon au niveau du timing, c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Mais j'ai lu Dark Forgetting de Kristen Ciccarelli. Là c'est l'épreuve non corrigée chez PKJ, mais sachez que normalement je dois recevoir, enfin en fait oui je dois recevoir parce qu'au salon du livre du coup je me suis fait dédicacer le livre par l'autrice, mais en fait je l'ai oublié sur le stand PKJ, donc l'équipe PKJ doit me l'envoyer. J'ai mon petit livre dédicacé, elle était trop gentille. En plus Kristen c'était ma BFF maintenant. Calme-toi Marie, calme-toi. Mais du coup, Dark Forgetting, c'est un one-shot par l'autrice de Heartless Hunter que j'avais surkiffé, vous vous en souvenez. Je crois que j'avais fait une vidéo sur Heartless Hunter, le lien est par là-haut et dans la barre de description. Et oui, donc du coup, je disais ça, c'est une épreuve non corrigée parce que dans la version définitive, il y a un jaspage absolument sublime. Et c'est l'histoire de Emmeline qui vient d'un village qui s'appelle Edgewood, qui est justement à la lisière d'une forêt où il y aurait plein de créatures surnaturelles et d'histoires un peu sombres et tout. Elle y croit pas forcément jusqu'au jour où son grand-père disparaît et que du coup elle va rentrer dans la forêt pour essayer de comprendre et de récupérer son grand-père, et qu'elle va tomber sur des créatures surnaturelles et surtout elle va se retrouver dans les ennuis jusqu'au coup bichette. Le début est un peu lent, le début m'a pas forcément convaincue, mais en fait il y a un moment dans le récit, je me suis rendu compte que j'étais accro et j'ai dévoré et j'ai adoré, c'est trop bien écrit, la tension entre les personnages, les messages, l'ambiance, tout était absolument génial. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez un avis plus détaillé, mais vraiment en attendant j'ai kiffé, je ne peux que vous le conseiller. Les éditions Verso m'ont envoyé Le secret de la Villa Carlotta de Silvia Montemuro, qui est un livre que j'ai lu en collaboration rémunérée, pareil pour Instagram, pas pour YouTube, mais j'ai tellement kiffé les gars, adoré. En gros, on est en 1848 et comment elle s'appelle, Carlotta, logique, la Villa Carlotta. Carlotta est une princesse prussienne et en fait, il y a un petit drama dans sa famille. Du coup, elle est obligée de quitter la cour de Prusse pour passer l'été dans une villa au bord du lac de Côme qui appartient à sa mère, et elle fait son entrée dans le monde là-bas. Donc c'est les balles, les rencontres, etc. Et une petite attirance qui la perturbe grandement envers un comte qui s'appelle le comte de... J'ai oublié son prénom. Ah oui, il s'appelle Giorgio. Pas très sexy, mais pourquoi pas. Le duc de Saxe. Et donc voilà, elle est un peu attirée par lui, mais en même temps, elle trouve qu'il est un peu bizarre, il est très mystérieux, il est très grognon, enfin voilà. Et surtout, en parallèle de ça, dans la villa où elle habite, qui est une villa absolument magnifique, bien évidemment, hein, eh bien, il y a des rumeurs un peu bizarres, des bruits étranges, elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir, et elle va tomber sur le journal d'une domestique qui travaillait il y a quelques années auparavant dans la villa, et ça va totalement la happer, et l'obséder même, et surtout ça va révéler bien des secrets sur sa villa, sur l'histoire de sa famille, enfin bref, sur plein de choses. C'était incroyable, je vous jure. Pareil au début, je me suis dit,
OK, sympa, mais le style est particulier et tout. Et en fait, une fois que j'étais dedans, bah, je l'ai dévoré. Impossible de m'arrêter, j'ai lu jusqu'à 2 heures du mat parce qu'en fait, il y avait tellement de tension, de mystère, de drama, d'intrigues qui se liaient et tout. C'était trop, trop bien fait. J'ai surkiffé. Et sachez que c'est un premier tome dans la saga. Je pense que les autres sont des tomes compagnons, puisqu'en fait, il y a plein de villas de riches au bord du lac de Caume, et on va en suivre plusieurs. Et si j'ai bien compris, le prochain tome est sur un personnage qui a été introduit dans celui-ci. Et si je ne me suis pas trompée sur ce que ça va donner, ça promet d'être assez explosif. Donc j'ai hâte de retrouver la saga. Je crois que le prochain tome paraît en décembre, donc j'ai le temps. Mais j'ai adoré l'ambiance. Maintenant, j'ai envie d'aller au lac de Caume. Ça m'a appris comme ça, tu sais. Les éditions Nox m'ont envoyé le fameux La Pépite Blue Velvet de Dahlia Blake, bien évidemment, c'est le troisième tome dans la saga des légendes. Je vous avais fait une vidéo sur le premier tome, c'est par là-haut et dans la barre de description. Banger, juste banger, cette saga, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est une des meilleures qui ait jamais été écrite. Voilà, je sais que je vais un peu loin, mais je le dis. C'est incroyable parce qu'on suit des espions, là en l'occurrence une espionne de la CIA, qui a été formée pour empoisonner ses victimes. Elle a un rouge à lèvres mortel et elle est envoyée à Cuba pour assassiner du coup le potentiel futur président. Et tout va partir en cacahuète, clairement. Je vous jure, c'était incroyable. C'est mon tome préféré, alors que le 1 avait été un énorme coup de cœur et que le 2 m'avait totalement retourné le cerveau. C'est oufissime. C'est oufissime. Je n'ai plus les mots pour vous dire qu'il faut aller lire cette saga. C'est du romantic suspense. C'est trop bien écrit, c'est trop bien construit. Les personnages sont oufissimes, la tension, il y a du smut, mais juste, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà, c'est tout, c'est dit. Toujours de la part des éditions Nox, j'ai reçu Silver Cloak de LK Steven. Donc là, c'est une épreuve non corrigée que j'ai reçue aussi parce que j'ai toujours pas reçu la version définitive qui est absolument sublime. Comme vous pouvez le constater, c'est un gros, gros bébé et j'ai trop kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'est un système de magie très, très original qui est basé en fait sur le plaisir et sur la douleur. Donc en fait, tu as des dons de base et pour être plus puissant, pour les exacerber un peu, ces dons, tu dois te faire mal ou te procurer des choses qui te font du plaisir. Donc ça donne lieu à des situations parfois un petit peu décomplexées, mais c'est hyper bien fait. Et du coup, c'est l'histoire de Saffron qui a vu ses parents se faire tuer par une organisation qu'on appelle les Caps sanguinaires, non, les lunes sanguinaires, pardon. Et du coup, elle rejoint les Caps d'argent qui s'opposent du coup à ces fameuses lunes sanguinaires. Et lors de l'examen final, elle reçoit en fait une vision, enfin je vous passe un peu les détails, mais en gros elle a une vision de elle en train d'embrasser une cape pourpre, non attendez je confonds tout, une lune sanguinaire, elle devient cape pourpre et en fait elle a la vision de elle en train d'embrasser une lune sanguinaire et après de le tuer. Et du coup, elle comprend que bah voilà, il va se passer des choses et juste après, on l'envoie en mission d'infiltration. Et bien évidemment, à partir de là, pareil, tout part en cacahuète pour Saffron. Parce que plein de choses sont remises en cause et surtout, petit rapprochement avec Levan, qui est le fils du chef des méchants, grosso modo. Vraiment, tout part en cacahuète, c'est incroyable. C'était très long, mais l'univers, les personnages, tout était hyper bien construit, hyper bien travaillé. J'ai vraiment trouvé que ce roman était incroyable. C'est un premier tome et j'ai très hâte d'avoir la suite. Parce que c'est pareil, c'est déjà bien dense, c'est déjà bien complexe, mais on sent que l'autrice n'a fait qu'effleurer le début de son univers. J'ai vraiment hâte. Les éditions Rajo m'ont envoyé The Coldest Girl in Cold Town, la cité des vampires de Holly Black. Donc une histoire de vampires. En fait, en gros, les vampires sont parmi nous. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que les vampires étaient parmi nous, mais assez calmement. Et en fait, un jour, il y en a un qui a pété un câble et qui a voulu contaminer plein de gens. Et le temps qu'on s'en rende compte, il avait déjà contaminé plein de gens. Donc à partir de là, toutes les personnes qui sont suspectées d'être contaminées sont envoyées dans ce qu'on appelle des Cold Towns, des villes un peu fermées où on attend de voir si justement ils ont été mordus et contaminés et s'ils vont devenir des vampires. C'est un peu des zones, tu vois, des zones, je sais pas trop comment dire, des zones fermées ou de quarantaine, voilà, c'est des zones de quarantaine. Et notre héroïne, elle survit à un massacre. Et du coup, à partir de là, elle va se lancer dans une épopée pour accompagner son ex qui a été mordu dans justement une des Cold Towns. Et en même temps, ils sont accompagnés d'un vampire qui est pas si méchant que ça, mais qui est aussi très mystérieux. C'était un peu brouillon, je vous le cache pas. Ça se sent dans mon résumé d'ailleurs. Je vais pas garder un souvenir impérissable de ce livre. Cela se lit très bien. Si vous aimez les histoires de vampires, je pense que vous allez kiffer parce que c'est très original, autant dans l'univers, les personnages, etc. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu brouillon, genre hop, on nous dit ça, puis après, ah bah attendez, il y a ça, puis après, oh bah attendez, il y a ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais pas. Voilà, c'était sympa, mais pas transcendant. Les éditions Nathan m'ont envoyé Cascabel, enquêtrice gentleman de Joe Hipp et c'était vraiment cool aussi. Donc pareil, même ambiance puisqu'on est, ah non, on est un peu avant, 1810 à Oxford. Et en fait, c'est l'histoire de Cascabel qui est une jeune femme d'assez bonne famille qui se travestit en homme pour entrer à Oxford et pour apprendre du coup la médecine en fait. Elle veut devenir médecin, enfin tout ça. Et le problème, c'est que bah, très vite, il y a un meurtre qui est commis dans son université et elle se retrouve parmi les suspects, donc elle a double
peine à cacher ses secrets et en plus, elle va très vite essayer de comprendre ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est vraiment trop original, c'était plutôt bien fait, c'était plein de beaux messages, c'était très mignon. Voilà, je j'ai vraiment kiffé. Je sais que comme ça, je le vends pas hyper bien, mais rien que le pitch devrait vous convaincre en fait. C'était très très chouette. Et enfin, dernier service de presse reçu ce mois-ci et lu dans la foulée, il s'agit d'une petite BD, comme vous pouvez le constater. Ça s'appelle Les Masques d'Exendorf de Krafab, paru aux éditions Jungle, et j'ai adoré. C'est en gros une histoire de légende suisse, un village qui aurait été presque détruit par une sorcière maléfique. Donc c'était il y a longtemps, maintenant on n'y croit plus, jusqu'au jour où notre héroïne qui s'appelle Fanny va se retrouver entraînée par son meilleur ami dans une petite quête, et en fait ils vont découvrir que la magie elle est pas loin du tout, et la sorcière non plus. C'était hyper drôle, hyper moderne, et en même temps, on explorait bien du coup le folklore suisse. Hyper moderne, hyper chou, hyper drôle, j'ai kiffé. Et celui-ci aussi, c'était pour une collab sur Instagram, et je suis trop contente d'avoir pu découvrir cette BD parce que vous le savez, moi je lis pas énormément de BD. Et ces derniers temps, du coup, j'ai eu l'occasion d'en découvrir plein en alliant l'utile à l'agréable avec mes collabs, et je suis trop contente parce que ben, ça fait trop, trop du bien. Et vraiment, les dessins de celle-ci sont vraiment très très beaux. Ok, on accélère parce que le temps passe et je sens, tu sais, j'ai l'impression de sentir mon père qui se rapproche de la maison, tu vois. Donc, on passe maintenant au service de presse que j'ai lu. Non, non, attendez. Que j'ai acheté. Non, ça me perturbe. Service de presse que j'ai reçu ce mois-ci, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Voilà. Celui-ci, c'est pas vraiment un service de presse, mais vu qu'il m'a été offert par les éditions Hurlevent, je le mets quand même dans cette pile. En gros, je suis allée au Forum du Livre de Saint-Louis et il y avait du coup un stand des éditions Hurlevent. J'ai craqué pour un livre que je vous montrerai après. Et vu que j'hésitais entre deux, bah, ils m'ont dit ben, n'hésite pas, achète-lui et on t'offre lui. Et c'était trop chou, ils sont beaucoup trop gentils. Et vraiment, leurs livres sont sublimes. Celui-ci s'appelle Corset et crinoline de Marion Zell. Et on est en 1866 en Irlande. C'est l'histoire de Maggie qui, reprise, ajuste, façonne les tenues et en particulier de leur fille Eileen, avec qui elle entretient... Ah, attendez, je me suis trompée. Elle entretient les tenues d'une famille, et en particulier de leur fille Eileen, avec qui elle entretient une amitié fusionnelle faite de regards brûlants et de caresses interdites. L'arrivée de Philomena, une jeune Anglaise, complète leur duo. Dans l'intimité des boudoirs et des chambres se tisse alors une romance en 3 accords. Mais la tragédie les frappe de plein fouet et la félicité qui les auréole est réduite en cendres. Accusée de meurtre, Maggie prend la fuite et rejoint Londres. Quand elle apprend que son ancienne amante est sur le point d'être mariée de force à un homme violent, elle part en quête d'un moyen de la sauver. Ses recherches l'amènent à la boutique d'une modiste, laquelle semble étrangement liée au scandale des crinolines enflammées qui embrasent la haute société. Ça a l'air vraiment cool, très original, vraiment chouette. Je suis là pour ça, donc très très hâte de découvrir ce roman. Et dans la foulée, je vous montre celui-ci, donc lui c'est un achat, ça s'appelle L'ivresse interdite de Jimmy Lou de Julia Wagner, et j'ai pu le faire dédicacer. Là on est en 1919 à Monaco, à seulement 19 ans, Jim sait ce qu'elle veut, une vie de luxe, peu importe les sacrifices pour y parvenir. Alors qu'elle s'apprête à se marier et à obtenir la richesse et le confort matériel auquel elle aspire tant, sa rencontre avec Lou, un homme d'affaires énigmatique à la réputation sulfureuse, bouleverse ses projets. Le temps d'une nuit à ses côtés, elle entrevoit le monde de fêtes, d'opulence et d'excès qu'elle ne soupçonnait pas. Éblouie, elle abandonne tout pour le suivre à Paris. Jim est alors emporté dans un tourbillon d'alcool, de paillettes et de soirées décadentes. Mais l'ivresse des années folles ne lui suffit pas. Elle veut rejoindre les affaires troubles de Lou, quoi qu'il en coûte, et l'aider à les faire prospérer jusqu'à s'en brûler les ailes. Je suis là pour ça. L'ambiance me hype déjà de ouf et le livre est trop beau. Enfin, vraiment, les éditions Hurlevent, ils font un travail de dingos. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de description pour aller regarder leur site internet et éventuellement faire quelques petits craquages. Mais vraiment, j'adore, j'ai hâte. Bref, ça c'était une parenthèse achat. Je continue à vous montrer les services de presse reçus et non lus pour l'instant. Les éditions Hachette m'ont envoyé Un héritage d'honneur et de sang, le tome 1 de Debbie Egg, qui est l'histoire de Meilei Leota et les siens qui vivent en paix sur l'archipel d'Honolunae, pardon, c'était laborieux, loin de la menace des fléaux, ces effroyables créatures marines. Héritière de la dernière civilisation capable de maîtriser la magie de l'eau, Melee est destinée à diriger sa communauté et à se marier. On dirait Vaiana, clairement. J'adore la vibe. Mais elle se demande si elle est vraiment qualifiée pour cette vie qu'on a choisie pour elle. Quand elle prend une décision qui bouleverse son peuple, Melee est rongée par la culpabilité et décide de quitter son île, prête à tout pour réparer ses erreurs. Même à s'allier à Galahad Stronghold, ce chasseur de fléaux aussi exaspérant qu'arrogant, qui a lui aussi un héritage à honorer. Tout les sépare, pourtant Melee et Galahad vont devoir naviguer à deux et espérer ne pas se faire emporter par les flots. Entre la vibe Vaiana et la couverture qui est magnifique, je suis là pour ça, j'ai très hâte de découvrir ce roman. Les éditions J'ai lu m'ont envoyé Les mystères de la rue Ginami de Maggie Inoue, qui est un roman assez particulier, lui aussi je vais le lire dans le cadre d'une collab pour Instagram, et j'ai très hâte parce que c'est assez particulier. En gros, c'est... Attendez, comment c'est marqué déjà ? C'est
2 livres, 6 histoires et tant de façons de les découvrir. En gros, si tu prends d'un côté, tu as le point de vue de 3 sœurs, je crois, et si tu prends l'autre côté, tu as le point de vue d'une autre famille et là, ils sont 4 garçons, 3 garçons, je sais plus. Je trouve ça hyper original parce que du coup, si j'ai bien compris, je vais lire des passages et puis après ils vont me dire: «Ah bah maintenant va à telle page» et tu sais, je vais devoir, tourner comme ça, enfin je sais pas. Je pense que l'expérience de lecture va être assez originale. On est à Yokohama dans le quartier de Ginami, un temple discret, une galerie marchande sur le déclin qui abrite une population unie par l'amour de sa communauté et de ses traditions, notamment culinaires. Mais ce fragile équilibre est menacé par le réaménagement urbain, alors que le quartier semble s'enfoncer dans l'insécurité, plusieurs affaires troublantes frappent commerçants et habitants. Car dans les ruelles du quartier, une présence mystérieuse et malsaine semble agir dans l'ombre. Ses habitants pourront-ils retrouver la quiétude d'antan? Hum, Oui, c'est marqué que du coup, les 3 sœurs d'un côté et les 4 frères de l'autre mènent leurs enquêtes. Leurs investigations parallèles finissent par se compléter, révélant peu à peu le mystère qui plane sur Ginami. J'ai vraiment hâte de découvrir ça, je trouve le concept très cool. Comme vous en doutez, ça me sort un peu de ma zone de confort, mais je suis là pour ça, et why not? Et du coup, je vous en reparle très vite quand je l'ai lu. Les éditions PKJ m'ont offert Little White Lies de Jennifer Lynn Barnes, bien évidemment, l'autrice de Inheritance Game. Moi, j'ai adoré le premier de Cold Case Academy, enfin, j'ai adoré le concept de Cold Case Academy. J'ai adoré les 3 premiers de Inheritance Game, et je pense que celui-ci va encore plus me plaire. C'est l'histoire de Sawyer Taft, dont le quotidien n'a rien de glamour. Élevée seule par une mère immature, elle peine à joindre les deux bouts. Mais sa grand-mère, haute en couleur, fait irruption dans sa vie avec une proposition impossible à refuser. Si Sawyer accepte de vivre 1 an avec elle, faire ses études et participer au luxueux bal des débutantes, elle recevra une petite fortune. C'est l'occasion rêvée pour changer de vie et en apprendre plus sur son père dont elle ignore tout. Au milieu des robes somptueuses et des bals époustouflants, Sawyer découvre que la haute société aussi a son lot de secrets inavouables et que certains feraient tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Let's go. J'adore la couve, genre simple mais efficace. J'ai hâte de découvrir ça parce que je pense que ça va être le même niveau d'intrigue et de mystère que l'autrice a mis dans ses autres sagas, mais là avec un côté peut-être plus ancré dans la réalité, je sais pas. Je pense côté un peu Gossip Girl, j'ai hâte. Les éditions Nathan m'ont envoyé La beauté du mal de Bea Fitzgerald, qui est donc une réécriture de l'histoire de Pandore. J'ai hâte, j'ai très très hâte. La belle Pandore a été créée par les dieux de l'Olympe dans un seul but, aimer et être aimé du titan Épiméthée à qui elle est offerte comme épouse. Le titan est obligé de l'accueillir mais il refuse tout contact avec elle. Perdue, Pandore lutte pour trouver un autre sens à sa vie. Elle parvient pourtant à rallier à elle l'exaspérant Épiméthée avec qui l'alchimie est indéniable. Pandore se prend à espérer son destin pourrait-il être différent, mais si le dessein des dieux était bien plus terrible. J'ai envie de dire, cette autrice, c'est un peu la queen des réécritures de la mythologie grecque, donc let's go, hâte de découvrir ça aussi. J'ai l'impression que je finis toutes mes présentations par ça, mais en même temps, c'est vrai, j'ai hâte, j'ai hâte. Celui-ci aussi, j'ai méga hâte. Toujours de la part des éditions de Nathan, j'ai reçu Sous pression de Mégane David-Izard, qui est l'autrice de Mauvaise Sœur, que j'avais surkiffé. Vraiment, j'avais adoré ce roman, c'était trop bien fait, le petit plot twist et tout. Et là, je pense que ça va être un peu dans la même vibe. En gros, c'est l'histoire de Ella qui a accepté d'annuler ses plans du Nouvel An pour garder son cousin de 6 ans et elle s'attendait du coup à passer une soirée à rire et à chahuter, pas du tout à trouver la maison ouverte ni à devoir sauver sa famille d'une fuite de gaz. La police hésite, accident, tentative de suicide, négligence, seule Ella est persuadée que c'était prémédité par quelqu'un qui a voulu leur faire du mal. Et le coupable pourrait bien en avoir maintenant après elle. Plutôt que de l'aider, tout le monde la croit traumatisée par cette nuit fatale ou simplement folle. Vers qui Ella pourra-t-elle se tourner pour découvrir la vérité? En fait, ce que j'aime trop chez cette autrice, en tout cas dans son premier tome, et j'ai l'impression que là c'est un peu pareil, c'est qu'elle nous fait des narrateurs qui ne sont absolument pas fiables et du coup tu sais plus qui croire, comment, etc. J'adore ça. Encore une fois, je lis pas beaucoup de polar, thriller, tout ce qui est un peu psychologique, mais cette autrice, elle m'avait tellement happée avec son premier livre que j'ai hâte de découvrir lui. Les éditions Milan m'ont envoyé The Kiss of the Nightingale de Adi Denner. On est à Lutèce et les talents sont à l'origine de toutes les fortunes. Ces joyaux enchantés que les nobles se transmettent permettent à ceux qui les possèdent d'exceller dans un domaine. À la mort de son père, Cléodora a perdu son talent et toute perspective d'avenir. Alors pour sauver sa sœur malade, elle accepte le marché que lui propose l'énigmatique et séduisante Dahlia. En échange d'un rubis qui lui confère un don incroyable pour le chant, Cléo volera leur talent aux plus riches. En quelques jours, Cléo devient la coqueluche de tout Lutèce, mais cette nouvelle vie de faste a un prix, et Dahlia lui désigne bientôt sa première victime, le fuyant vicomte Lenoir, l'un des célibataires les plus en vue de la haute société. Tiraillée entre Dahlia qui lui a tout donné et le vicomte au charme exaspérant, Cléodora risque de tout perdre et de se perdre elle-même. Ouvrez les portes de Lutèce, le Paris de la belle époque où magie, opéra et haute couture s'entremêlent. Ça a l'air vraiment trop bien. Genre c'est vraiment la vibe que je recherche en ce moment, je sais pas pourquoi. Je pense que le mec là un peu ténébreux, un peu grognon, il va bien me plaire, donc allons-y. Les éditions Gallimard et dans leur label Élégie m'ont envoyé When We Were Monsters de Jennifer Niven. Ça a l'air assez dark, mais je suis assez curieuse de découvrir ça aussi. On est dans un prestigieux pensionnat de la Nouvelle-Angleterre et 8 élèves triés sur le volet intègrent le stage d'écriture de la célèbre Meredith Grafman.
Donc en fait, il y a plein de personnes, qui ont tous un peu des liens et puis, des raisons de s'en vouloir. Et pendant 16 jours, reclus au Moss, un manoir labyrinthique cerné par les bois sur les lieux mêmes d'un meurtre commis 20 ans auparavant, les candidats vont s'affronter pour remporter un prix très convoité. Mais sous la tutelle de leur inquiétante professeur, tout n'est que secret, mensonge et manipulation. Et dans les joutes fatales orchestrées par leur excentrique mentor, un seul restera. Je pense que je vais un peu flipper, mais ça se tente. Les éditions EH m'ont envoyé Au cœur de l'interdit de Emily McIntyre, puisque je crois que j'ai acheté les 2 premiers qui s'appellent Sous les étoiles et Par-delà les secrets, ils sont juste là, je les vois. Et c'est une romance small town, Grumpy Sunshine, slow burn et age gap, et ça a l'air plutôt cool. En gros, c'est un mec qui a un passé tumultueux, ils ont toujours un passé tumultueux. Il revient à Sugar Lake et il va retrouver Blakely, la fille de son patron, qui bien évidemment est interdite, mais pour laquelle il va forcément craquer. On le sait. Je suis pas. Enfin, si, j'aime bien la couverture, parce qu'en fait, j'aimais pas trop les dessins des autres, mais je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser du fait qu'ils aient changé. C'est pas vraiment une série, parce que je pense que c'est des tomes indépendants, mais enfin bref, voilà. Je le lis, puis je vous en reparle. Des arguments vraiment tapeurs. Au Festival du Livre de Paris, j'ai croisé du coup Laurie Forêt et j'ai craqué sur son livre, je l'ai trouvé trop trop beau. Et du coup, elle m'a dit: «Mais non, mais t'inquiète, je te l'envoie et tout». Du coup, sa maison d'édition me l'a envoyé, donc merci beaucoup Laurie. Ça m'a été envoyé donc par les éditions Erol et ça s'appelle Meurtre et préjugés. La couve est absolument sublime et je pense que ça représente trop bien la vibe de l'histoire, donc j'ai trop hâte. C'est l'histoire de Bess qui, après 10 années à Londres, emménage dans les Cotswolds pour s'offrir la vie douce dont elle a toujours rêvé. L'ancienne working girl du monde de la finance est fin prête à ouvrir une librairie salon de thé en hommage à son écrivaine favorite Jane Austen. Mais à 2 semaines de l'inauguration, tout bascule. L'une des habitantes du village, Evie Smith, est retrouvée morte dans l'arrière-boutique de la librairie. Pire, on apprend que lors de sa dernière apparition au pub du coin, Evie s'est publiquement opposée à l'ouverture de la librairie. Autrement dit, tout désigne Bess comme la coupable idéale. Je ne vous en dis pas plus, je le lis, je vous en parle et j'ai très hâte de le lire aussi. Les éditions Hugo m'ont envoyé, c'est juste un collègue de Margherita Gabbiani qui sort en poche avec une nouvelle couverture qui est, ma foi, très kiki. C'est l'histoire de Margot qui, à 27 ans, croit son avenir tout tracé avec Jean, son fiancé, malgré des hauts et des bas. Elle est persuadée qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais ses certitudes flanchent lorsqu'elle est recrutée dans l'agence digitale Créatio, puisqu'elle se laisse entraîner par l'ambiance festive et légère de la start-up et se rend compte que le doux sourire de l'homme qu'elle croise tous les jours à la machine à café ne la laisse pas indifférente. Sera-t-elle prête à renier tous ses principes juste pour lui, son collègue? En gros, sera-t-elle prête à renier tous ses principes, tout simplement? La dernière phrase, c'est ça. Je pense que c'est spicy, je pense que c'est soit j'aime pas, parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas vraiment tromperie, mais je pense qu'il y a quand même cet aspect-là. À voir, je le lis très vite et je vous en reparle bien évidemment. Toujours de la part des éditions Hugo, j'ai reçu la réédition poche de la saga Les McCoy de Alexiane Thiel, dont tout le monde me dit énormément de bien et que j'ai hâte de découvrir, sachant que tous les autres tomes vont sortir en poche avec ces couvertures qui sont trop belles. Le pitch, c'est qu'en gros, si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde, quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans ce monde de clans, de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par le fougueux et irascible Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. N'en dites pas plus, la vibe Highlander, mais à notre époque, je suis là pour ça. Autre réédition en poche que je suis trop contente de pouvoir découvrir. Les éditions Pocket m'ont envoyé Réseau Royal, donc le premier et le deuxième tome de Camille Vercy. En gros, on est à Versailles de nos jours et la Révolution française n'a jamais eu lieu. Du coup, Louis XX accède au pouvoir à 25 ans et il doit composer avec la montée en puissance de Réseau Royal, le réseau social de la monarchie. Katharina, la sœur aînée du roi d'Espagne, a fui son pays en emportant de lourds secrets. Elle trouve refuge à Versailles, mais sa relation tendue avec le jeune roi de France met à mal ses plans pour l'avenir. Et dans l'ombre, la contestation gronde. Julie, espionne infiltrée au château comme Thomas, déçu par la monarchie, entend bien œuvrer au nom du peuple. Entre complots, rumeurs et coups d'éclat, les passions s'embrasent sous les ors de la couronne. Le pitch, incroyable. Je pense que ça va être très très cool. Je crois qu'il y a 4 tomes pour l'instant qui sont sortis. Je sais pas si c'est 4 en tout ou pas, mais j'ai hâte de découvrir ça. Les éditions Talent Haut, à la demande de l'autrice qui s'appelle Natacha Didri, m'ont envoyé Les Dévoreurs de nuages, qui est un roman jeunesse que je suis très curieuse de découvrir. Le résumé dit qu'alors que la planète n'est plus qu'un désert hérissé de cheminées d'usines et que la soif menace la population, Malaki, pour sauver sa famille et son village, décide de partir à la recherche des dévoreurs de nuages, ces créatures qui empêchent la pluie de tomber. Dans sa quête, il croise la route d'autres adolescents aussi déterminés que lui. Ensemble, dans cette course contre la soif, ils bravent tous les dangers pour une idée folle, et s'ils pouvaient encore changer le monde. Petit roman post-apocalyptique avec des héros qui vont se sortir les doigts des fesses. Je suis là pour ça, je vous en reparle aussi très vite. Tenez bon, tenez bon, on arrive à la dernière catégorie, les livres. Ouais, en fait, ce mois-ci, j'ai acheté plein de livres, mais j'en ai lu aucun. Donc là, on arrive aux livres que j'ai achetés, mais que j'ai pas encore lus. Tenez bon.
Au Festival du Livre de Paris, j'ai bien évidemment craqué pour une histoire qui finit mal de Evelyn Kark aux éditions Verso, qui était en avant-première. Evelyn Kark, en fait, c'est un pseudonyme derrière lequel se cachent Vi Schwab et Kat Clark, qui sont deux autrices que j'admire énormément. Donc je suis très curieuse de découvrir ça, d'autant plus que le pitch, il est oufissime. C'est ma prochaine lecture, donc je vous en reparle très très vite, mais ça me vend trop du rêve. En gros, Arthur Flesch, auteur d'une série de polars mondialement célèbres, est mort. Son ultime roman, sans doute le livre le plus attendu de ces dernières années, demeure inachevé. 6 écrivains en difficulté reçoivent alors une invitation surprenante, rejoindre l'île écossaise privée de Fletch pour tenter d'achever son manuscrit. À la clé, une récompense vertigineuse, un contrat d'édition capable de transformer une carrière et 2 millions de dollars pour celui ou celle qui saura livrer la conclusion parfaite à la saga. Ils disposent de 3 jours, d'une machine à écrire et d'une page blanche, il ne leur reste plus qu'à écrire. Coupés du monde mis en concurrence, ils comprennent rapidement que leur présence sur l'île n'a rien d'un hasard. Car dans cette compétition où chaque mot compte, certains sont prêts à tout pour décrocher la gloire. Pom 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 pom. Vraiment, lui, prochaine lecture, je vous en reparle, mais très très vite les gars, très très vite. Après celui-ci, écoutez, je sais pas, moi des fois je fais des trucs impulsifs, ça s'appelle Where the Skies Fall et c'est le tome 2 dans la saga de Plume et d'écume de Cassie L. Bond, sorti aux éditions Lost Kingdom. En fait, le mois dernier, Kevin m'avait acheté le tome 1 et j'ai vu le tome 2 en librairie, je me suis dit, tu sais quoi, c'est une duologie, tout le monde m'a dit que j'allais kiffer, je l'achète, c'est impulsif, je le sais, c'est même irresponsable, je le sais aussi, mais voilà, il est trop beau. J'ai hâte de lire la duologie du coup. Je suis si faible que j'ai craqué pour le marketing et la propagande autour de ce livre. Pardon. Ça s'appelle When the Moon Hatched de Sarah A. Parker aux éditions Olympe. En fait, on en parle tellement sur les réseaux anglophones que je me suis dit, let's go. C'est un bon gros bébé, hein, le truc il est énorme. Et le résumé nous dit juste, il est feu et soufre, je suis fragment de glace, je brûlerai volontiers sous lui jusqu'à ce que le monde s'effondre. Ok. Non, en vrai, il y a sans doute un autre résumé, mais j'ai un peu la flemme et plus trop le temps de vous le montrer. De toute façon, je le lis, je vous en reparle, mais il est vraiment beau. Et en vrai, comme je vous disais à chaque fois, les éditions Olympe, tout ce que j'ai lu d'eux, je surkiffe. Donc je pense qu'on a un peu la même DA. On cherche un peu les mêmes textes, tu vois. Et je fais un peu confiance à la propagande. Tout le monde a l'air de kiffer ce roman. Il est beau, il est dans ma palle. Je le lis, je vous en reparle. Au Festival du Livre de Paris, j'ai craqué pour le protocole de Marie Aden, puisque j'avais vu les premiers retours, notamment celui de Romane. Romane Oko, je vous mettrai le lien vers son compte Instagram dans la barre de description, même si je pense que tout le monde la connaît. Et elle a vraiment kiffé. C'est une petite dystopie, je pense que c'est bien ma vibe. Et j'ai craqué aussi du coup pour le format, qui est mi-poche, mi-hardback avec du jaspage. Je trouve ça trop cool. Et c'est une petite maison d'édition lyonnaise qui s'appelle les éditions du Gros Caillou, que je pense qu'il faut soutenir et je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Donc je me suis procuré ce petit livre. On nous dit qu'on est en 2121 et l'humanité a été soumise à une thérapie génique de masse pour survivre. Nous ne dormons plus. Un des effets secondaires est la production de bluéline, une hormone qui s'accumule dans notre organisme et nous rend violents. Et moi aussi, si je dormais pas, je serais violente, les gars. Mais Cryosalis a tout prévu. Ils ont créé le protocole pour nous en débarrasser. Je suis Lika Kum, je sais pas. Elle est non compliquée par contre. Je suis la fille de Savdo... Trop compliqué. Je suis la fille de Sav Dogar, patron de Cryosalis. Et ce que j'ai découvert pourrait sauver l'humanité ou la détruire. Boum, 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 boum. Vraiment vibe dystopie comme celles qui ont bercé mon adolescence. Très hâte de le découvrir, hein, vous le savez. Lui, bon, bah voilà, c'était évident. Accomplice to the Villain de Anna Nicole Maher, qui est le 3e tome dans la saga Assistant to the Villain. Je vous fais pas l'offense de vous résumer ce livre, de toute façon tout est dans le titre, mais j'ai trop hâte de retrouver Evie et Tristan. Et ce livre, je l'avais acheté en anglais quand il est sorti, mais c'était écrit tellement petit que ça m'avait bouffé les yeux alors que j'avais lu 3 chapitres, donc je m'étais dit, tu sais quoi, pause, je le lirai en français. Il est là en français, il est beau, Calix, je les aime, donc c'est parti. C'est de plus en plus quali, mes avis, là, dites donc. Hein. Toujours au Festival du Livre de Paris, j'ai craqué pour 2 romans aux éditions Goldstream qui étaient des avant-premières. Le premier, c'est bien évidemment celui de Gaël. Donc Gaël Momon, ça s'appelle Et tu redeviendras poussière, livre 1, Les ombres ou l'acier. La couverture est tellement belle que je pourrais en rêver la nuit, pas d'abus. Et c'est l'histoire de Nyx qui est arrivée trop tard, sorcière capable de plier les ombres à sa volonté. Elle n'a rien pu faire pour sauver les siens. Les chamanis ont été tués par des mercenaires aux ordres du roi Adalin, souverain de Fort Martel dont l'esprit a sombré dans la folie depuis l'apparition des cendres. Seule survivante accompagnée de son loup blanc, Orion, Nyx fait le serment de se venger. Tous ceux qui ont participé à ce carnage mourront, et ce serment ne sera pleinement accompli qu'avec l'exécution du roi et de son fils, le prince Rohan. Celui-là même qui s'est servi de ses sentiments pour mieux la trahir. Mais Nyx ignore que Rohan a été emprisonné par son propre père depuis le jour du massacre. Elle ignore aussi que les cendres cachent des secrets plus anciens, plus dangereux encore. Aveuglée par sa soif de vengeance, la jeune sorcière pourrait bien passer à côté des sombres desseins de la famille royale et de la vérité qui menace de tout engloutir. Gaëlle, je vous rappelle que c'est l'autrice de Des Cahiers d'obscurité.
la saga qui est là, qui est un énorme banger, donc j'ai trop hâte de découvrir ce nouvel univers, je lui fais 100% confiance. Et mon deuxième achat du coup c'était les pierres de Rocanter de Martin Méron, puisque je suis fan de Martin, c'est évident, c'est voilà, c'est établi, et ça a l'air trop mignon. En gros c'est l'histoire de gnomes un peu, enfin des trolls, je sais pas trop comment on dit. Goliath descend du premier équipage des arpenteurs des mythes, des vaillants explorateurs ayant jadis sillonné le monde à bord de montgolfières enchantées. Malheureusement pour lui, voilà plus de 3 siècles que ses ancêtres ont renoncé à leurs aventures pour se terrer derrière les murailles de leur cité. Ils s'y pensaient en sécurité, mais depuis peu, une terrible malédiction les frappe en recouvrant leurs roches d'étranges végétaux. Pour Goliath, cette situation est terrible. Si les siens ne trouvent pas vite un antidote à cette vermimousse, ce fléau finira par tous les briser. Petite aventure assez épique, roman assez jeunesse, mais qui je pense va être bourré d'esprit et d'humour comme toujours avec Martin, donc trop hâte aussi. On tient bon, on tient bon. Toujours influencé par Romane. Vraiment, faut que j'arrête de regarder ses vidéos, elle, en fait. Je lui fais trop confiance. C'est compliqué d'avoir des copines qui sont hyper talentueuses, wesh. J'ai craqué du coup pour le pacte des héritières. Le tome 1 s'appelle Alina de Lucie Castel, qui est sorti aux éditions Talent. Et en fait, apparemment, c'est une vibe un peu genre les 7 sœurs. Donc moi, j'ai pas trop lu les 7 sœurs, mais je pense que la vibe pourrait me plaire. C'est l'histoire de Alina qui a grandi sans attache, traçant seule son chemin. À Paris, de retour dans son modeste appartement après avoir été renvoyée de son travail, elle découvre une mystérieuse enveloppe, une invitation au mariage le plus fastueux de Venise, accompagnée d'une phrase troublante: la véritable Alina se trouve là-bas. Désespérée et intriguée, elle décide de s'y rendre, mais derrière les ors des palais vénitiens, c'est un univers impitoyable qui l'attend, celui des Rochefort, une famille où les secrets valent plus que l'amour et où l'ambition des uns peut briser la vie des autres. N'en dites pas plus, je suis là pour ça. C'est un premier tome, comme je vous le disais, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de tomes sur des personnages différents. Moi, je suis faible, hein, je suis faible. Les gens, ils disent j'ai aimé, je me dis ok, bah moi aussi je vais aimer, du coup je l'achète. Et puis les 2 derniers achats de ce mois-ci, et ça suffit, j'en ai déjà acheté beaucoup trop. Je pensais pas en avoir acheté autant, mais wesh, je me suis lâchée, hein. C'est des livres que j'ai achetés quand je suis allée à Caen au festival, au Festivéli, pardon, qui est organisé par l'association Caen Liton, et c'était du coup 2 autrices qui étaient en dédicace avec moi, notamment Isis avec qui j'ai fait une table ronde sur la romance, la romantaisie et tout. C'était hyper intéressant et c'est une fille qui est vraiment passionnante, j'aurais pu l'écouter pendant des heures. Et du coup j'ai acheté son livre qui s'appelle De l'acide sur nos peines. C'est l'histoire de Nine et Charlie qui se sont aimés pour la première fois en secret, portés par l'intensité d'un amour adolescent, mais leur histoire a volé en éclats sous la pression d'un père autoritaire déterminé à les éloigner. Des années plus tard, Charlie tente toujours d'échapper à l'emprise d'un père toxique et peinant à respirer dans un monde qui l'étouffe. Lorsqu'il devient gérant d'un club de boxe, il ne s'attend pas à y croiser Nine. C'est sur ce ring qu'elle se bat chaque jour contre un deuil silencieux et des blessures que personne ne voit. Dans un monde où les coups pleuvent autant sur les corps que sur les cœurs, leur retrouvaille révèle des douleurs enfouies, mais aussi l'espoir d'un avenir qu'ils croyaient à jamais perdu. Ça a l'air hyper touchant. C'est publié aux éditions EA, et j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que je vous dis, j'ai eu un coup de foudre amical pour Isis et j'ai hâte de découvrir son univers. Et le dernier que je voulais depuis un moment, c'est celui de Solène Doriac qui s'appelle Plus sombre et la rose, qui est trop beau, qui est un roman auto-édité. Au cœur des brumes écossaises se dresse le manoir des Lacombe, une famille de collecteurs d'âmes qui éliminent ceux qu'elle juge mauvais pour le compte d'une force mystérieuse. Willow Lacombe grandit au sein de cette famille atypique sans parvenir à y trouver sa place, mais tout bascule lorsque ses parents sont assassinés, la confrontant à l'injustice brutale de sa propre réalité. Déterminée à les venger, Willow se lance dans une quête afin de retrouver le meurtrier et lui faire payer ses crimes. Comme le dit l'adage, plus sombre est la rose, plus piquantes sont les épines. Ça a l'air trop bien. Et du coup, j'ai pu le faire dédicacer aussi. Le livre est vraiment beau. Moi, je suis pas allée chercher beaucoup plus loin, hein. Elle était assise pas très loin de moi. Je l'ai vue, elle m'a vue, on s'est vu, on a parlé et j'ai acheté quoi. Voilà. Bon, bah, je pense que là, ça fait un moment que je parle. Bon timing, je pense que je vais raccrocher. Je vais raccrocher rien du tout. Je vais appuyer sur arrêter de filmer. Ding ding, mon papa il va arriver. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai présenté plein de livres, certains un peu rapidement, mais bien évidemment, je repasserai dessus quand je les aurai lus, ça me paraît logique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez reçu, ce que vous avez acheté, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, bref, à papoter en commentaire comme d'habitude. Pareil, n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, ou à me donner vos avis sur ceux que vous avez déjà lus. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit, je vous laisse mettre, on va mettre un petit soleil, parce que pour le moment il fait beau, depuis quelques jours, c'est très agréable, je ne vous le cache pas. Donc un petit soleil et un petit chrono, parce que je suis allée très vite pour vous présenter plein de livres. J'espère en tout cas une fois de plus que ça vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo, de commenter, d'activer les notifications. Voilà, j'oublie toujours un truc. On fait tout ça comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!